Mesdames, Messieurs, bonsoir. On va démarrer ce conseil municipal. Je vais commencer par les pouvoirs. Donc Jean-Paul Cadieux donne pouvoir à Catherine Leclerc, Vincent Coconnier à Romain, Bertrand David me donne pouvoir, Florence donne pouvoir à Daniel, Catherine Guiborel donne pouvoir à Daniel Cochery, Estelle Joalan donne pouvoir à Lucie, Eric donne pouvoir à Jérémy, et c'est déjà pas mal. C'est bon, Bertrand me donne pouvoir, c'est noté. Je vous propose de d'approuver le procès verbal de la séance du 23 janvier. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Donc, je mets aux voix qui vote contre, qui s'abstient. C'est adopté. Merci beaucoup. Compte rendu des décisions prises par le maire. Ah oui, le secrétaire de séance, là, secrétaire. Qui? Hubert? Non, Hubert, allez. Hubert n'a jamais été secrétaire. Si, peut-être. Si, quand même. Allez, c'est vendu. Un secrétaire de séance. Compte rendu des décisions prises par le maire. Vous avez l'accord cadre des vêtements de travail. Voilà, pour les équipements, protection individuelle, pas de grosses décisions, pas de questions. Et ben, nous passons donc au débat d'orientation budgétaire. Alors c'est vrai que comme il n'y a qu'une majorité, nous avons vu pas mal de choses en réunion précédemment, donc on va essayer d'être synthétique et assez efficace. Je vais prendre l'autre micro, ça va être plus pratique. Alors, rappel du contexte économique national, vous le savez, et c'est encore confirmé par les chiffres d'aujourd'hui, on est sur une inflation qui tourne autour de 6%, qui est une inflation assez importante, même si elle aurait vraisemblablement tendance à ralentir un petit peu, mais en tout cas, elle a été importante, et on l'a vu, nous, dans un certain nombre de marchés, et donc ça a forcément aussi des impacts sur nos coûts de fonctionnement. On a une croissance prévue de 1%, donc qui est plutôt faible. Un déficit public qui aujourd'hui est de 5% du produit intérieur brut, étant donné, avec un objectif à 3%. Donc on est toujours au niveau de l'État sur un déficit public supérieur à ce qu'il devrait être. Et la croissance des taux d'intérêt, alors qui ne nous touchait pas beaucoup puisqu'on n'empruntait pas jusqu'ici. Là, cette année, nous aurons, dans le cadre du budget 2023, à faire des emprunts, soit dans le budget général, mais aussi pour le budget ZAC. Donc, nous verrons à quel taux nous serons mangés, si on peut le dire ainsi. Voilà, mais il y a forcément une augmentation des taux qui aura forcément aussi un impact sur notre budget. Loi de finances, qu'est-ce qu'il y a dans la loi de finances 2023 ? Il y a une hausse de la DGF qui n'est pas calquée sur l'inflation, ce qui était une attente de l'Association des maires de France, qui demandait à ce que la DGF soit finalement augmente au même niveau que l'inflation. Bon, il y a une rallonge qui a été faite. On verra, nous, comment elle se traduira concrètement, puisque la DGF est calculée à la fois sur le niveau de vie, mais aussi sur le nombre d'habitants. Donc on arrive à peu près à l'estimer, mais on verra s'il y a des bonnes surprises ou pas pour la ville de Châteaubourg. Mais bon, voilà, il y a quand même une rallonge de 320 millions d'euros, puisqu'elle était gelée depuis de nombreuses années. Maintenant, ça ne compense pas l'inflation pour le moment. Suppression des cotisations de CVAE. Donc ça, c'est plutôt au niveau de Vitreco pour l'instant. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la CVAE, donc, est un impôt payé par les entreprises sur la valeur ajoutée. C'est une recette qui revenait à Vitreco en dynamique, c'est-à-dire que plus nos entreprises gagnaient de l'argent, plus on touchait de CVAE. Aujourd'hui, la CVAE a été transformée en dotation de l'État, qui garde une petite dynamique, mais une dynamique qui est moindre. Donc à court terme, ça n'a pas d'impact puisque c'est compensé à 100%. Maintenant, on sait bien que les dotations, souvent, elles ont tendance à un moment donné à se figer. Et donc, on risque à terme de sentir une dynamique moins forte sur nos recettes fiscales à Vitré Communauté. Et donc, forcément, ça peut avoir des impacts. Alors, je ne pense pas que ça aura des impacts immédiats sur ce mandat,
mais on peut se projeter sur les futurs mandats. Voilà. Si on n'a plus la dynamique qui a fait le succès de Vitré Communauté et de ses recettes, qui permet d'avoir des fonds de concours, qui permet de porter des projets ambitieux, bon, ça peut avoir à terme un impact un peu plus fort. Les bases fiscales seront rehaussées de 7,1%. Voilà, donc ça c'est une décision d'État qui ne nous appartient pas, mais donc dont on bénéficiera puisque forcément ça augmentera nos recettes de taxes foncières. Il y a beaucoup d'argent qui sont promis, en tout cas qui sont annoncés en soutien à l'investissement, que ce soit le fonds vert, que ce soit le plan vélo, que ce soit la DETR, la DSIL. Bon voilà, sur le papier, il y a de l'argent. Maintenant, il y a de plus en plus de critères et donc il faut réussir à cocher des cases pour récupérer cet argent. Donc voilà, c'est tout l'enjeu du travail que font les services en ce moment pour cocher les bonnes cases qui sont très liées maintenant, il faut le dire, à la transition écologique, environnementale, enfin on l'appelle comme on veut. Mais donc il faut remplir des dossiers de plus en plus complexes. Même s'il y a plus d'argent, c'est un peu plus dur d'aller les chercher. D'où l'intérêt aussi de toujours avoir une palette de projets dans les cartons pour pouvoir cocher les cases au bon moment et récupérer l'argent au bon moment. Mesures en faveur de la hausse du prix de l'énergie. Bon, même si nous, on est un peu moins impactés, mais il y avait quand même pour les communes plus petites ou qui avaient vu une baisse de marge brute très importante, on va dire une forme de bouclier tarifaire qui a pu fonctionner. Ouais, un amortisseur. Ce qu'il faut espérer là et ce qui semble quand même commencer à venir, c'est une baisse quand même du prix de l'électricité. Là, le SDE qui achète l'électricité pour nous, puisque nous, on n'achète pas en direct, on a mutualisé avec les communes du département à travers le SDE l'achat de notre électricité. Et là, en fait, les achats qui sont faits en ce moment seront nos prix de fin d'année, entre guillemets, et de l'année prochaine. Et là, on est revenu, a priori, à des prix raisonnables, plus raisonnables. Donc bon, il faut espérer que sur la fin de l'année et l'année prochaine, on retrouve une facture énergétique digérable par notre budget. On continue. Donc les projets, et là je vais... Ah non, c'est la slide là. Donc j'excuse Bertrand qui est avec une laryngite aiguë qui ne peut pas être là ce soir. Les grands enjeux du service finance pour l'année qui arrive. C'est donc le passage à la nouvelle nomenclature comptable. Ça n'a rien de passionnant, mais on va passer à la M57. Donc ça n'a pas d'impact forcément dans vos politiques publiques et dans ce qu'on veut faire. Mais par contre, ça amène du boulot au service puisqu'il faut... Voilà, c'est une nouvelle nomenclature comptable, donc il faut s'adapter. C'est déjà bien engagé, donc on va dire que ça devrait bien se passer. Les règlements budgétaires et financiers, je laisserai Bertrand vous en reparler le moment venu. Et la révision de la politique tarifaire, on en a parlé, vous en parlez en commission. Voilà, c'est de rebalayer un peu l'ensemble de nos tarifs pour les adapter aux nouveaux coûts et aussi de voir si on est juste et équitable dans les tarifs que nous pratiquons, donc de les rebalayer. Donc c'est un travail que vous menez en commission et donc qui sera continué pour le service finance. Et nous continuons avec les ressources humaines et je passe la parole à Aude. Alors effectivement, aux ressources humaines, 3 grosses nouveautés. Première nouveauté concernant le service bibliothèque, puisqu'il y aura un agent spécialisé dans le numérique, donc bien évidemment création de poste. Autre création de poste, un agent municipal. Autre création de poste, qu'est-ce que j'ai dit? Ah oui, à l'agent de police. Ah, pardon, un agent de police municipale. Et de surcroît, autre création de poste, un agent aux espaces publics. Pour ce qui concerne la formation, nous avons un objectif d'ampleur au service ressources humaines pour 2023. Le fait de former tous les managers, quel que soit leur niveau, mais tous les managers, dans le cadre de la démarche QVT qui nous avait été présentée lors d'un précédent conseil municipal. Par ailleurs,
En 2023 sera étudiée la possibilité de se lancer dans la démarche des tickets restaurants. Ce sera vraiment l'étude en 2023 pour une mise en place, vous le comprenez, en 2024. Voilà pour le service ressources humaines. Merci. Numérique, ça va être Christelle. Merci. Donc, pour ce qui est du numérique, donc on va commencer par l'achat d'une flotte de tablettes pour l'école Charles de Gaulle, une demande qui émane des professeurs de cycle 2 et 3 dans le but d'apprendre autrement et de faciliter les apprentissages pour les élèves qui en ont le plus besoin. On pense notamment à tout un tas d'applications qui facilitent la vie des élèves atteints de troubles de dyslexie ou dyscalculie, etc., les dys en général. Voilà. L'accompagnement à l'achat des équipements des nouveaux bâtiments, médiathèque, le projet Future École, toujours Charles de Gaulle, et la poursuite du projet de dématérialisation, donc l'évolution du logiciel Marche Courrier, le logiciel interne de traitement de courrier et la veille sur les opportunités. Donc ce qu'on peut dire en général sur le numérique à Châteaubourg aujourd'hui, c'est qu'on est en train de gérer un équilibre délicat entre la démarche de sobriété numérique, qu'elle soit budgétaire ou qu'elle soit matérielle ou logicielle, et puis la volonté que nous avons de veiller justement à saisir les opportunités quand elles se présentent et à examiner toutes les opportunités possibles en matière de numérique pour la vie des services et les équipements en général. Il faut savoir qu'on est plutôt quand même en avance sur tout ce qui est dématérialisation d'une façon générale, puisque par exemple l'outil de dématérialisation des courriers, il n'existe pas partout et même loin de là. Il y a beaucoup de maires qui m'envient d'avoir mis ça en place. Et même là, c'est en train d'être mis en place à Vitréville seulement. Donc vous voyez, donc c'est Vitréville qui vient prendre des conseils. Mais c'est vrai que moi, pour le pratiquer tous les jours quasiment, c'est quand même un super outil qui permet... on traite quand même beaucoup mieux depuis cet outil-là nos courriers, puisque avant, je vous rappelle, on faisait les photocopies de tous les courriers qui rentraient, c'était mis dans vos casiers, vous deviez annoter, ça repassait au service, alors qu'aujourd'hui, voilà, l'outil de dématérialisation, qui permet vraiment d'avoir un suivi, et moi surtout, ça me permet de voir tout ce qui rentre, et de pouvoir de temps en temps voir ce que vous mettez comme annotation, et d'en mettre, et l'ensemble des services peut avoir accès à tout ça, donc c'est quand même et des réponses rapides aux usagers. Et quand un courrier n'est pas répondu, en fait, il reste. Et donc tant qu'il reste, Claire elle peut sonner de temps en temps, déclencher l'alarme et dire hop hop, ça traîne. Et c'est vrai que voilà, ça permet vraiment. Et il faut prendre conscience de ça, que c'est vraiment pas dans beaucoup tant de villes que ça finalement. Les grosses structures, oui, mais à notre niveau, on est plutôt en avance sur la dématérialisation des permis de construire. On est aussi en avance puisqu'on a été une des premières communes on s'est mis comme une pilote sur ce sujet-là. Donc, et sur la dématérialisation des factures aussi à l'époque avec Karen, on avait fait partie des premiers à dématérialiser aussi les factures. Donc on est plutôt pas mal. Et il y avait aussi le passage sous Linux de l'école Charles de Gaulle. On était les premiers à Vitré Communauté. C'était au milieu du dernier mandat. Tout à fait. L'école Charles de Gaulle qui avait essuyé les plâtres pour tout Vitré Communauté finalement. On jette moins de papier aussi, nous. Et moins d'archivage. Qu'est-ce qu'on pouvait en jeter, on archivait. Moi, je pense que je suis à 20% maintenant de boîtes d'archives par rapport à ce que je faisais au début du mandat, en 2014. Très bien, on continue. Transition écologique, je vais parler à la place d'Éric. L'objectif, c'est toujours de travailler sur la réduction de nos consommations, de gaz particulièrement, puisque le gaz est l'énergie la plus polluante, on va dire, par rapport à l'électricité. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler là-dessus, notamment sur nos groupes scolaires, sur la clé des champs et sur la maison pour tous. Avec des pistes de travail qui sont menées actuellement. On est parti vraisemblablement pour Charles de Gaulle, c'est pas vraisemblablement, mais sur une chaudière bois
sur la partie extension et ensuite venir connecter et créer un mini réseau de chaleur avec la mairie et le reste. Donc ça peut être assez intéressant. Toute la réflexion sur le photovoltaïque en autoconsommation, notamment sur la future salle de sport qui va remplacer la Alpha-Yel, avec l'objectif de créer une boucle d'autoconsommation avec les maisons qui sont autour et plus largement avec l'ensemble des bâtiments de la collectivité. Donc là, on va aussi avancer puisque ce qui est vraiment rentable dans le photovoltaïque, c'est l'autoconsommation. Or, le problème d'une salle de sport, c'est que globalement, elle ne consomme pas beaucoup puisque la salle, on chauffe très rarement la surface de sport, que les vestiaires en journée, ils ne sont pas beaucoup utilisés et donc finalement, on a une autoconsommation qui est assez faible. Donc l'objectif, c'est de vraiment connecter d'autres sources de consommation à cette salle de sport, enfin à ces panneaux photovoltaïques qui vont être mis sur la salle de sport. Projet de pyrogazéification, donc ça c'est un gros projet qui prend du temps. Là c'est pareil, on est un peu innovant, donc c'est un projet qui pour l'instant n'existe pas encore en France. Donc l'objectif c'est de récupérer du bois de classe B. Alors Eric en parlera mieux que moi, il connaît mieux le sujet que moi, mais c'est globalement du bois traité, par exemple des portes, des meubles. Voilà, c'est pas du bois brut, mais c'est vraiment du bois traité. Et donc, c'est de le passer dans un four avec de la pyrogazéification. Et ça permet de générer des quantités importantes de biogaz. Et donc, l'objectif, c'est de monter une unité qui serait la deuxième en France, je pense, puisqu'il va y en avoir une à côté de Nantes qui sortira, je pense, avant la nôtre. Et on fait tout pour être les deuxièmes. Donc, c'est porté par un investisseur privé, mais on est vraiment en étroite collaboration avec Vitré Communauté, nous, le SDE, et cet investisseur qui, lui, est un spécialiste de la collecte de bois, notamment, puisque ce qu'il faut mettre en place, c'est aussi tout le process de collecte de ce type de bois qui, aujourd'hui, en grande partie, est exporté, notamment dans des conteneurs, dans des pays étrangers. Donc l'objectif, c'est d'éviter que ce bois soit exporté à l'étranger et qu'on l'utilise pour générer du biogaz. Donc voilà, c'est complexe, c'est technique, il faut passer dans les fourches des services de l'État et de tous les nombreux services, puisque dès que vous êtes innovant en France, il y a beaucoup de contraintes. Donc mais Eric, qui avec sa casquette BPI Innovation suit très souvent et très régulièrement ce type de projet, m'aide beaucoup et nous aide beaucoup et met justement en relation les bons services. Donc ça, c'est très utile. Donc j'espère que ça arrivera au bout. L'objectif, c'est quand même que ce projet-là permette de couvrir l'ensemble de la consommation de gaz de la ville de Châteaubourg, que ce soit particulier et industriel. Donc on est sur un projet d'importance et donc ça nous permettrait d'être complètement autonome et couvert par du biogaz réinjecté dans notre réseau. Donc ce qui est plutôt intéressant. Mais c'est long, donc il faut prendre son mal en patience. Atelier fresque du climat, il y a eu une première avec des élus, il y en aura d'autres, et puis c'est aussi l'objectif de former les agents et puis d'ouvrir après dans l'année plus largement aux habitants qui souhaitent participer à ces ateliers fresque du climat. Comme j'ai dit qu'il ne fallait pas être long, je m'arrête là et je passe la parole à Jérémy. Merci. Donc pour moi, concernant les SMICTOM, on va continuer le déploiement des BAV. Et donc cette année, ça va être tout le quartier de la Bourlière, quartier Bel Air et Gare. Comment BAV, borne d'apport volontaire. Donc OM, ordures ménagères. Emballage, c'est les jaunes. Après, il y a les verts. Et autrement, il y a le papier. Voilà. Ensuite, pour réduire les déchets sur le marché, on a déjà mis en place depuis 15 jours un point de collecte. Donc c'est en phase de test. Les commerçants découvrent aussi. Donc on essaie de réduire au maximum les déchets pour tout le monde. Donc avec soi, on va éviter de mettre tout ce qui est sac plastique et emballage, que chacun vienne avec son contenant et autres. Donc ça a été fait sur la Guerche. Pour information, la Guerche a réduit... à une époque, ils avaient 9 bacs de 180 litres. Ils sont passés à 2 bacs de 180 litres. Sachant que c'est un gros marché, donc voilà. Donc on fait le test sur tous les marchés du secteur, donc ça marche plutôt bien. On va aussi expérimenter les bornes de biodéchets donc, sur un quartier. Donc on n'a pas encore défini le quartier en question.
Ça va être des bornes comme les BAV, ou que ce soit les habitants qui sont surtout en collectif ou en maison individuelle pour apporter leurs biodéchets dans ces bornes-là. Point de vue mobilité, on continue les concertations avec les habitants pour les futurs aménagements des espaces publics. Donc dans 2 quartiers, en vue d'améliorer la sécurité et les circulations douces. Donc on a déjà fait des premières réunions sur tout le quartier des Cottages. Samedi, on a une réunion du côté de Saint-Melaine aussi, proche de l'école. Donc ça va continuer. Et niveau piste cyclable, les études ont déjà démarré pour les travaux et la création de la piste cyclable sur le boulevard Lennec et rue Fabien Murel. Voilà. Alors, le cadre de vie va vous faire rêver, parce que cette année, en cadre de vie, nous travaillons surtout sur la participation au concours des villes et villages fleuris. Ça, c'est un point essentiel, et j'espère que nous gagnerons notre seconde fleur. Au niveau des aires ludiques, vous n'êtes pas sans savoir le projet à Bron-sur-Vilaine d'un nouveau city-stade, mais également à Saint-Melaine, à côté du Centre des Arts, et également l'aire de jeu du Ouvert. Par ailleurs, pour l'embellissement de la ville, eh bien, nous continuons notre plantation d'arbres, nombre d'arbres équivalent au nombre de naissances de l'année passée. Nous n'avons pas terminé, d'ailleurs, pour info, de planter les arbres 2021. Nous terminons normalement au mois de mars les arbres 2021 et nous lançons les arbres 2022 dans la foulée. Voilà. 2022, 77 et 2021, je ne sais plus. 86. Ouais. En 2021, c'est sûr, c'est 86 et alors 77 pour 2022. Enfin, au niveau de l'éclairage public, eh bien, nous continuons à remplacer les lanternes par des LED. Alors, en l'occurrence, une partie de la rue Fabien Burel et une partie de la rue de Rennes. Et puis, bien sûr, nous allons lancer, ZAC de la Bretonnière, parce qu'il y a beaucoup de demandes, le test de luminaires LED autonomes. Voilà. Solaire. Très bien. Développement local, je prends la parole aussi. Projet de réhabilitation de la gare en commerce. Voilà. Finir la commercialisation de la zone du Plessis-Beucher qui se termine. Enfin voilà, avec quelques projets. Donc la zone du Plessis-Beucher, c'est la zone où il y a le garage Renault, le nouveau garage Renault. Suivre l'extension de la zone de la Goltière. Donc nous avons démarré la phase de concertation avec Vitré Communauté. Donc c'est un projet porté par Vitré Communauté, mais forcément les communes de Châteaubourg et Domanier qui sont impactées vont suivre toute cette concertation et animer le groupe de travail industriel. Donc ça c'est Eric qui s'en occupe principalement avec Manon autour des sujets de l'énergie et de l'eau. Donc on a mis autour de la table en fait les gros consommateurs de Châteaubourg pour voir comment on pouvait mutualiser des études, travailler ensemble et favoriser en fait la réduction de consommation ou de porter des projets d'énergie renouvelable en commun. Donc ça c'est Eric qui anime tout ça. Il y a déjà eu une première réunion et ils ont vraiment la volonté, forcément, vu le coût aujourd'hui de l'énergie et les problématiques de l'eau, de mutualiser et d'optimiser les choses. Et je passe la parole à Hubert pour la partie aménagement, urbanisme, foncier. Alors, première phase, effectivement, concernant l'urbanisme pour ce qui concerne 2023, avec notamment la modification du PLU, mais qui va prendre un peu plus de temps que ce qu'on pensait, dû à une évaluation environnementale qui nous est demandée en complément. Voilà, donc ça va prendre quelques petits mois de plus, et ça va aussi solliciter du travail, en plus également au service. Pour info également, donc on a un suivi assez précis des logements sociaux. Il faut savoir qu'on était effectivement au 1er janvier 2022 à 13,5%. Et donc l'objectif à l'issue de la ZAC, c'est de passer à 22-23%. Ce qui effectivement montre qu'il y a une vraie volonté dans les projets qui vont venir dans 2023 bien sûr, mais dans les années à venir également, de revenir à des pourcentages qui conviennent.
Autre sujet également concernant l'urbanisme, hein, c'est une augmentation importante de la densification, alors qui se fait aussi au travers des opérations privées. On le voit, on l'a déjà vu fin 2022, mais aussi 2023 sur certains projets qui vont voir le jour, où effectivement on va véritablement répondre à la demande de la densification. Et donc au ZAN, zéro artificialisation naturelle. Ça, c'est pour ce qui concernait l'urbanisme. Pour ce qui concerne l'aménagement, donc des points extrêmement importants qui mobilisent les services depuis quelques temps, mais qui vont encore les occuper, avec la ZAC bien sûr, notamment le secteur des petites bonnes maisons. Alors voilà, ça avance, hein, tout ça avance avec la fin des acquisitions foncières, la viabilisation des lots et le début de la commercialisation. Tout ça était, voilà, on souhaite en tous les cas que pour la fin d'été, on ait une vue un peu plus précise, notamment sur cette partie des acquisitions foncières et la viabilisation qui aura vu le jour aussi. L'ancienne gendarmerie, donc là, est un secteur qui va évoluer, avancer un peu plus rapidement que les autres, avec notamment de la commercialisation, donc des collectifs par le promoteur. Alors là aussi, vous avez pu suivre tous les périples, l'actualité effectivement de jeunesse de ce projet. Il a fallu un peu de temps, mais voilà, ceci est sur les rails. Et puis dernière phase, c'est le foncier, alors qui occupe, et ça c'est du temps masqué, on ne le voit pas par rapport au service, mais souvent quand on résout un problème, on en découvre d'autres, et ça a été le cas notamment au travers de la voie de Pont-Rioux. Là on découvre qu'effectivement aujourd'hui la voie qui va sur Saint-Didier passe sur du domaine privé en fait, et donc on a tout un tas de régularisation qui est à réaliser, donc ça prend beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de démarches du côté des services et comme on le voit effectivement, la partie ZAC multisite mobilise pas mal. Et puis à côté de ça, effectivement, on a tout un tas de données suite aux demandes de rétrocession parce que pas mal d'opérations aussi privées, pas particulières en tous les cas, nous sollicitent les services de la mairie et donc tout ça est à faire à côté de tout ça. Parallèlement aux actions d'aménagement, d'urbanisme que je viens de décrire. Voilà, on a un petit visuel effectivement de ce que sera le secteur des petites bonnes maisons, donc à terme. Et donc ça, c'est le gros projet de 2023 pour les services et un coup de chapeau en tous les cas au service urbanisme et aménagement de la commune. Et merci à eux. Merci Hubert. Médiathèque, donc je vais prendre la slide. Là maintenant on est dans le très très concret puisque vous voyez que les travaux avancent bien. Ils travaillent même le dimanche pour rattraper le retard. Donc ne vous inquiétez pas si vous voyez le dimanche des gens dans la médiathèque, c'est bien des artisans. Moi je suis allé les voir encore dimanche là. Voilà, ils veulent être à l'heure. Donc quand on met des pénalités un peu importantes, c'est bizarre. On travaille même le dimanche. Commande du mobilier, des équipements informatiques, donc tout ça c'est prévu en mars. Les collections complémentaires sur le premier semestre pour que tout soit prêt pour l'ouverture, qui sera vraisemblablement en septembre. Hein. Voilà, le déménagement cet été. La fermeture de la bibliothèque à partir de fin mai pour la mise en carton des collections, toute l'installation du nouveau mobilier et de la RFID. Donc la RFID, c'est le système un peu de puce que vous mettez sur le livre et qui permet du coup de louer, de scanner les bornes et de savoir où sont les livres, enfin pas où sont géographiquement les livres, mais s'ils sont sortis ou pas de la médiathèque. Mise en place des collections en juin-juillet et l'ouverture, donc j'en parlais. Et puis il y a tout le programme culturel de l'inauguration. Voilà, tout ce qu'on va mettre en place autour de cette inauguration, puisque c'est un lieu culturel, donc on va essayer d'y faire de beaux événements culturels. Culture, communication, je passe la parole à Christelle. Voilà, donc la signature de l'équipe municipale est toujours bien présente avec la sculpture toujours, sculpture participative cette année avec l'artiste Joachim Monvoisin, le Jardin des Arts 2023 qui se poursuit, qui va irriguer la ville cette année également. Alors un sculpteur plus bois cette année, Nicolas Esquerdo, une fête de la musique. Et un événement nouveau, la guinguette de l'été, qui prendra place normalement de mai à septembre. Voilà, grosso modo, voilà, jusqu'à Mgam. Alors, on reparlera tout à l'heure de l'heure exquise, spectacle
théâtrique ou lyrique, une veille culturelle et artistique qu'on maintient autant que possible, avec des rencontres, villages artistes et une mise en valeur de l'existant. Donc notre cap, pour ça, notre motif, c'est l'audace et toucher tous les publics. Voilà. En matière de communication, la refonte du site internet qui va avoir lieu cette année, le village étape, toujours en lien avec le développement local pour valoriser ce que Châteaubourg a à offrir à nos visiteurs, et développer nos outils de communication autant que faire se peut, magazine, Facebook, Instagram, site internet, pour être aussi exact, créatif que possible et inclure tous les publics. Et avec des toilettes publiques à l'entrée de la ville, dans le cadre du village étape, qui nous sont réclamées depuis quelque temps. Mais donc on aura un bloc auto-nettoyant au niveau du centre commercial de l'entrée de la ville et un autre bloc auto-nettoyant à côté de la médiathèque. Donc on aura 3 WC propres 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, normalement, ça devrait aller. Lucie, les événements. C'est bon, ouais. Effectivement, des événements qui peuvent être transversaux. Pour le coup, là, comme vient de le dire Christelle, vous voyez les 5 petites flèches sur les événements culture. Tu veux détailler un petit peu ? Oui, alors on parlait tout à l'heure des sculptures participatives, Jardin des Arts, Heures Exquises, les inaugurations diverses, et il va y en avoir cette année, notamment celle de la médiathèque, et la coordination du projet de guinguette éphémère. Donc un très grand merci au service, et notamment au service com et culture, qui ne chôment pas, loin s'en faut, pour faire en sorte que tout se passe bien. Et nous vous avons mis effectivement les événements en trois parties, d'où les événements mixtes que vous voyez au milieu, avec la fête de la musique et le bal des pompiers. Donc avec Christelle en collaboration et bien sûr avec les services, nous organisons ça. Donc une fête de la musique qui est toujours attendue chaque année, et un bal des pompiers qui est encore plus attendu pour l'acte 2. Donc ils sont, j'imagine, déjà à l'œuvre, n'est-ce pas Romain ? Et si j'arrive sur les événements vie associative, donc vous pouvez voir l'accueil des nouveaux arrivants que nous avons réalisé avec monsieur le maire et les élus le 5 février dernier, qui n'avait pas été fait les 2-3 années dernières puisque à cause Covid, hein, vous comprendrez bien. Une chasse aux œufs, donc en lien avec notamment la ludothèque, qui va se remettre en place cette année en avril, en tout cas au niveau des vacances. C'est toujours un peu le moment qui est visé. Des cérémonies patriotiques telles que le 8 mai, le 11 novembre notamment, sans oublier le 19 mars et le 5 décembre, tout à fait. Donc j'ai bien les 4 dates en tête, heureusement que j'aime bien l'histoire. Et donc ensuite Castel Morning, qui est toujours attendu. L'idée, en fait, si je reprends ce que disait Christelle, c'est de toucher tous les castelbourgeois, quel que soit l'âge. Donc c'est intéressant de voir tous les événements qui sont cités. Le forum des associations, en partenariat avec Daniel, bien sûr, qui est une belle fête de début septembre, début d'année scolaire, où là, tout le monde vient soit choisir une activité ou en tout cas découvrir d'autres. Sinon, l'après-midi enquête, alors qu'on pourrait appeler aussi Murder Party, c'était l'acte 1 l'année passée. Ils ont tellement adoré le faire, même si ça leur a pris beaucoup de temps, qu'ils font un acte 2 cette année et pas l'année prochaine comme prévu. Donc comme quoi, hein, quand on accueille bien, ça donne envie de refaire très rapidement. Octobre Rose, alors là, je suis en lien avec Sonia pour creuser un peu le sujet. On est aux prémices du sujet, donc on vous en dira plus ultérieurement. Et puis effectivement, pour finir, des interventions sur les événements associatifs, donc pour que la mairie continue d'être support de belles idées que les associations peuvent mettre en lumière, et puis que nous soyons là pour les soutenir et continuer de les soutenir. Merci, avec des réflexions notamment au niveau logistique pour faire les acquisitions, soit mettre des conteneurs ou s'équiper au niveau des camions pour qu'on essaye de réduire en fait la charge logistique sur nos équipes
puisqu'il y a en effet beaucoup d'événements, de plus en plus d'événements, et que derrière, on n'a pas forcément plus de personnel. Donc, avant de recruter, on va chercher à optimiser le matériel, la disposition dans la ville du matériel, d'avoir des systèmes peut-être avec des conteneurs ou autres pour que ce soit plus accessible un peu partout dans la ville. Donc, merci aux réflexions qui sont menées en ce moment. Vie associative, Daniel. Alors, les grands projets d'investissement pour cette année 2023. Vie associative sportive. Donc, nouvelle salle de sport au complexe du Prieuré. Terrain de football synthétique à Théo-Bautier. Je vais trop vite, pardon. Non. D'accord, excuse-moi. Éclairage de la salle Cheminelle en LED. Donc, toujours cette salle au Prieuré. Réfection de la grange. Étude du pôle pour le pôle escalade. Ça, ce n'est qu'une étude cette année. Et ensuite, Lucie, je te passe. Alors, pardon. Donc C comme conseil, M comme municipal, J comme jeune. Donc comme vous le voyez, c'est le conseil municipal des jeunes. Je suis bien heureuse de vous les présenter à nouveau sur cette photo. Ils ont été présents pour les vœux du maire le 26 janvier et ils nous ont aidés. Il y a un petit écho, non? Oui, c'est pas grave. C'est mieux comme ça? Un petit peu mieux. Et donc, nous ont, en tout cas, ont eu une première action de présence et de service lors des nouveaux arrivants le 5 février. Avec Oriane, donc, la service civique qui vient d'arriver, nous avons pu travailler et mis en place un calendrier. Qu'on les voit pour la première fois réellement en temps de travail le 14 mars. Et puis là, ça va commencer à dérouler et on va pouvoir mettre en place des actions, des projets plus précisément. Donc c'est le 14 mars, je vois Oriane demain et toutes les infos vont être diffusées à la suite de notre rencontre. La salle de sport avec la vue 3D, les panneaux photovoltaïques dont on parlait tout à l'heure. Donc voilà, toujours en cours avec un dépôt du permis prochainement et objectif démarrage des travaux fin d'année. Voilà. Oui, je pense. Enfin, il y aura la démolition et tout ça, mais je pense qu'on sera sur un début des travaux de salle sur la fin d'année de construction. Ouais, je pense. Il y a encore toute l'instruction, le permis n'est pas déposé encore. Donc, et puis il y a la démolition en fait à démarrer. Donc je pense qu'on va être un peu décalé. Non, on est déjà en mars et on n'a pas encore déposé le permis. Donc voilà, démarrage des travaux, démolition cet été, septembre, et démarrage vraiment des travaux, je pense, sur la fin d'année. Enfin, tout va dépendre du temps d'instruction du permis. Et là, comme on est en plus dans une démarche, on s'est inscrite sur un projet pilote. Donc à nouveau, on innove, puisque sur le projet de cette salle de sport, en fait, on s'est inscrit dans une démarche un peu innovante avec le SMICTOM de réemploi des matériaux. Donc voilà, donc en fait, les architectes avec le SMICTOM et Noémie travaillent à voir tout ce qu'on peut réutiliser. Voilà, on pense à la charpente bois, on pense à, voilà. Ouais. D'ailleurs, avec Noémie, les architectes du SMICTOM, les architectes donc, voilà, de la salle, voilà, on était 8 à la première réunion, donc je pense qu'on va continuer dans ce sens-là et voir ce qui peut être réutilisable. Et après, c'est comment l'intégrer soit dans le nouveau projet ou après, derrière, qui est susceptible de pouvoir aussi récupérer les éléments de l'ancien bâtiment, en fait. C'est pas forcément sur place, mais voilà. Essayer de trouver un autre chantier qui pourrait réutiliser les matériaux. Voilà. Donc c'est nouveau, hein, puisque c'est des nouvelles démarches, mais on rentre vraiment là-dedans. Là aussi, on est précurseur, hein, puisque c'est un peu tout nouveau sur le bassin de vie. Donc on s'est porté candidat pour voir un peu ce qu'on pouvait faire. Typiquement, par exemple, les charpentes bois ne peuvent pas être utilisées pour faire les charpentes, mais pourraient servir pour faire le fameux bardage bois acoustique, finalement. Donc voilà, c'est de se dire comment
comment réutiliser les matériaux le plus intelligemment possible avant de mettre un gros coup de bulldozer dans tout ça. Voilà. On continue. Petite enfance, c'était Cathy. Bah oui, mais Cathy n'est pas là non plus. Donc, projet de développement et diversification des modes d'accueil. Donc, étude d'un projet crèche à côté de la maison de l'enfance. Hein, on en a parlé il n'y a pas très longtemps. Donc, ça avance bien avec proposition. Plusieurs porteurs de projets là, qui sont en train d'être étudiés. Donc, l'objectif, c'est d'offrir plus de places en crèche PSU notamment accessible pour compenser les départs en retraite des assistantes maternelles dans les années qui viennent. Festimome, ça démarre très bientôt, donc tout est calé, la com est calée, donc ça va fonctionner, les inscriptions sont lancées. Portail numérique pour les assistantes maternelles également qui se mettent en place, et puis réflexion autour de toutes les matinées d'éveil avec le RPE. je ne me trompe pas. Voilà, relais parents-enfants. Donc tout ça, ça fonctionne plutôt bien, avec pas mal de choses aussi sur la parentalité, ce qui me permet de faire le lien avec la diapositive suivante. C'est moi encore, là? Oui, c'est moi. Réflexion donc, sur un espace aménagé multisensoriel, notamment pour les enfants porteurs d'un handicap, réalisation du guide famille. Donc là, moi, je ne suis pas dans le groupe de travail, mais je sais que vous êtes quelques-uns à être impliqués sur ce guide famille. Rencontre famille élue aussi, pour notamment faire découvrir la ville. On s'en rend compte et on s'est encore rendu compte sur la livraison de logements là, récemment, que les gens ne connaissent pas forcément l'ensemble des services qui sont proposés sur notre ville, l'ensemble des possibilités. Escalade draisienne, bon voilà, en lien avec le RPE. Les animations, la poursuite, c'est toi, Cathy? Non, c'est moi, ça aussi. C'est l'accueil de loisirs, donc poursuite des mini-camps, des soirées pendant les vacances scolaires, ça bouge pas. Les ateliers cuisine également, et des ateliers famille en lien avec l'ADMR. Donc voilà, il y a des réflexions portées, notamment pour accompagner certains parents sur des ateliers de cuisine, les médiations animales, les ateliers philo, les jardins pédagogiques qui continuent et l'utilisation, savoir comment on va s'approprier le moulin de la Corbière qui devrait normalement voir ses travaux terminés cette année. Donc c'est un projet de rénovation qui est porté par le département, mais l'objectif c'est qu'on crée des conventions d'utilisation de ce moulin et permettre notamment au centre de loisirs de pouvoir partir à la journée, découvrir la forêt de la Corbière et d'avoir un lieu pour déposer ses affaires, manger le midi, se mettre à l'abri s'il pleut, avoir des toilettes, etc., etc. Donc là, il y a tout un projet pédagogique à écrire autour de ce moulin. Les écoles, je passe la parole à Dany. Oui, on en parlait tout à l'heure. École Charles de Gaulle, début des travaux en septembre. Voilà, comme ça va être beau, regardez voir. Vous aviez déjà vu ces slides, bien sûr. Ça rend bien, hein? Ouais. Il y a un projet pédagogique périscolaire, on appelle ça la charte de la pause méridienne. Qu'est-ce qu'après? Ah oui, jardin pédagogique en partenariat avec les cuisiniers. On souhaiterait que les herbes qui sont utilisées dans la confection des repas, plutôt que d'aller les acheter à l'autre bout du monde, on les cultive autour des écoles. D'accord? Projet tri sélectif dans les écoles et la restauration. Tout ce qui est crayon, papier, compost, carton est jeté à U et à Dia. Ça se dit plus, ça, hein, dans les poubelles. Donc on espère pouvoir faire un tri sélectif de cela. Voilà. Merci. Oui, bien sûr, allez-y. Hein, si vous avez des questions, allumez le micro et... La charte de la pause méridienne. Quand certains vont déjeuner le midi dans les restaurants d'école, il n'y a pas de tarif, il y a pas, enfin c'est assez mal, c'est pas très clair. Donc non, c'est toute l'animation, je pense. Ah, c'est l'animation aussi. Et les règles de vie et le respect des règles sur la pause. Je pensais que c'était ça aussi. Eh ben, tu as bien fait de poser la question, tu vois. D'accord. Jeunesse, Catherine.
Oui, excusez-moi, je suis un peu lente, j'ai mangé mon temps. Donc, la jeunesse, me voilà. Donc, juste vous préciser, on a donc C'est bon, non, c'est bon. améliorer, continuer le déploiement de la Maison pour tous. On avait des bureaux à disposition et la mission locale. Donc nous avons inauguré une antenne de mission locale sur la jeunesse, donc ici dans la Maison pour tous. Vraiment un plus par rapport aux jeunes pour avoir une proximité des services et de nos partenaires. Un partenaire donc très important, hein, puisque juste à côté, on a le CIJ, donc le Centre d'information jeunesse. Donc... dans l'ordre chronologique un peu, nous avons déployé, donc il y a des projets de temps fort sur la parentalité vers les ados. Il y a eu un ciné-débat dernièrement, ciné-débat sur l'adolescence, un petit film d'animation, et ensuite un débat en présence d'une psychologue donc vraiment spécialisée sur la thématique. Ça se poursuivra par un théâtre forum sur le numérique, donc au mois d'avril, et au mois d'octobre une table ronde sur l'engagement des jeunes, donc vraiment des sujets sur la parentalité. Il y a eu un beau succès sur le cinéma débat, notamment au mois de février. Donc à poursuivre. La reconduction du festival Coulado, une deuxième édition cette année, prévue le 13 mai. Donc voilà, avec tous les partenaires, et donc un festival fait pour les jeunes et par les jeunes, car ils sont très acteurs de ce festival, hein, et sur tous les stands, sur l'accueil, sur l'animation, sur la restauration, enfin vraiment tous les points. Donc c'est vraiment construit pour eux, mais par eux aussi. Alors, une nouveauté cette année, nous allons accueillir donc ce qu'on appelle une coopérative jeunesse de service, donc sur l'été 2023. Donc là, c'est vraiment en collaboration avec Vitré Communauté et puis différents partenaires, le pôle ESS également, donc différents acteurs, accueillir donc 12 à 15 jeunes de 16 à 18 ans, en parité garçons et filles, qui auront donc le souhait de construire une entreprise en fait sur 2 mois, pendant les vacances, juillet-août, vraiment créer leur entreprise, donc à tout niveau, hein, le marketing, vraiment proposition de services, faire leur propre devis vers les entreprises et les gens qui désireront les faire travailler. Voilà, donc un sujet d'envergure, donc ils seront accompagnés bien sûr d'animateurs. J'ai là un petit livret que je vais faire passer si ça vous intéresse de savoir ce que c'est qu'une coopérative jeunesse. Voilà, je vous fais passer. Également, donc cette année, une nouveauté également, on proposait les étés précédents 2 séjours, donc 2 camps. On en proposera un 3e cet été, sur le mois d'août. Donc là, un camp créé qui s'appelle un autocamp. Ils ont appelé ça comme ça, les jeunes. Donc, ils font une fiche projet. Donc, ils créent vraiment, ils se chargent de toute l'organisation de ce camp. Hein, et moi, je demanderais d'aller peut-être un petit peu plus loin. Donc, c'est un projet qui est en train de se déployer. Donc, vraiment, qui réfléchissent pour avoir vraiment une action de leur part pour participer financièrement à ce camp. Voilà, parce qu'ils n'ont pas encore réfléchi au sujet, mais on va les accompagner. Et également préciser que le dispositif Argent de poche se poursuit. Il a été reconduit cette année pour 2023. Donc 170 chantiers en cours pendant les vacances. Toutes les vacances scolaires, sauf les vacances de Noël. Donc une petite précision à ce sujet qui est intéressante. Il y a eu 46 jeunes participants l'année dernière. 46 jeunes différents sur ces ateliers. Donc 3 heures de travail, rémunérés 15 €. Voilà, participation financière de la commune, et c'est donc c'est un projet d'État. Hein, donc voilà, donc intéressant. Et dans ces 40 et quelques jeunes, on avait quand même 23 jeunes, nouveaux jeunes inscrits. Donc des jeunes de 16 à 17 ans. Alors, coopérative jeunesse de service, ce sont des jeunes entre 16 et 18 ans. Hein, voilà, ce sont des lycéens. Et très bonne fréquentation de l'espace jeune, oui, qui monte en puissance. Pendant les vacances, on a eu vraiment une bonne fréquentation. Il y a des journées à plus de 30 jeunes dans l'espace. Ouais. On était un peu, c'est vrai, à l'étroit sur certaines activités. Ouais, donc bien. Intéressant. Oui, oui. Non, ça monte vraiment en puissance. Il y a les synergies entre du coup, l'espace jeune qui est ici, le service jeunesse qui est là, le PIGE qui est juste à côté, le pôle ESS, tout ça, ça grouille en fait et ça crée
Ça crée plein une belle d'idées, plein de synergie. projets, donc c'est très bien. Oui. Oui, oui. Et en effet, quand on se souvient des débats qu'on avait sur les 4-5 personnes jeunes parfois Oui. qu'il y avait seulement, et ben là, on est en train de retrouver une belle dynamique. Donc tant mieux. Et quand même préciser que quand même la fameuse CJS, c'est important, c'est quand même en partenariat avec Vitrico. Hein, donc j'avais peut-être dit, mais c'est important de l'avoir à l'esprit, c'est vraiment un travail collaboratif. Et on est ravis d'accueillir sur Châteaubourg ce projet-là cette année. On continue avec l'action sociale. Oui, alors l'action sociale, donc, alors oui, voilà, promouvoir la dynamique d'action sociale autour d'un projet d'économie sociale et solidaire, certes un peu rébarbatif. Donc on va s'appuyer sur, effectivement, l'association Entraide a déménagé 16 rue Lavoisier, donc à côté de la déchetterie, et sur un bel espace qui nous permet de nous projeter, je dirais, sur un vrai projet d'économie, enfin, vraiment un projet, oui, d'économie sociale et solidaire, c'est-à-dire qu'on voudrait être facilitateur pour créer le lien interassociatif. Je dirais, il y a beaucoup d'associations qui aimeraient se développer, notamment les associations qui portent effectivement l'utilisation en seconde vie des objets. Donc là, on commence à prendre un partenariat avec le SMICTOM, et également des Repair Café. On peut imaginer une épicerie sociale, on peut imaginer des réparations de jouets. Enfin, beaucoup d'associations existent à ce sujet-là, et on veut vraiment être facilitateur de tout ce lien, de cette coordination sur ce pôle, effectivement, rue Lavoisier. Alors, également, un point important cette année, voilà, nous allons accueillir sur Châteaubourg, comment dire, un CADA. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est qu'un CADA, c'est un centre d'accueil de demandeurs d'asile, donc sur le site des Rochers. Donc, c'est le porteur de projet, c'est l'association Saint-Benoît-Labre, qui a un gros projet, non seulement d'un CADA, mais également de logements dédiés à du public fragilisé, à des jeunes, on ne sait pas, handicap, également à travailler. Donc, c'est un projet qui est vraiment à déployer, et nous allons être vraiment, au niveau de la commune, en accompagnement sur ce gros projet, parce que c'est un site avec un parc, une chapelle, des bâtiments à construire, donc un vrai projet de solidarité sur cet espace qu'on va appeler peut-être, oui, effectivement, Village des Solidarités. Par ailleurs, nous allons vraiment démarrer là très vite l'élaboration d'un projet social global concernant la prévention du vieillissement de la population sur Châteaubourg. Moi, c'est une réflexion que j'ai effectivement depuis un moment par rapport au lancement des travaux de la résidence senior, donc qui sera à côté de l'EHPAD. Alors, ça a commencé sur une réflexion avec un travail collaboratif avec l'EHPAD, effectivement. Mais au-delà de cela, je pense important de réfléchir à un projet plus global sur Châteaubourg, en s'appuyant de tous nos partenaires sur le sujet, et notamment donc de conforter le plan d'action qui a été lancé sur la dernière analyse des besoins sociaux 2015-2017 concernant la mobilité, l'animation, le développement de l'accompagnement vers le numérique. Enfin, il y a beaucoup de sujets qui nous restent à travailler, notamment sur les mobilités, et cela vers vraiment nos différentes résidences accueillant donc du public âgé, et également les gens qui sont chez eux, évidemment. Donc important. Donc voilà, des gros sujets, comme dirait mon directeur de CCAS et qui m'accompagne sur l'action sociale, pour le nommer Laurent, comme nous avons encore un petit peu de temps, effectivement, nous sommes très présents sur deux gros projets au travail sur Vitry Communauté, notamment ce qu'on appelle le PLH, donc le plan local de l'habitat. Nous sommes, pôle d'équilibre Châteaubourg par rapport à la communauté de communes, par rapport au développement de l'habitat. Donc là, Hubert est bien d'accord avec moi pour savoir comment nous allons développer l'habitat sur nos différentes villes, notamment tout au long de l'axe routier, hein, sur le domaine.
est très important pour nous. Nous sommes également présents parce qu'en parallèle de cette continuité du PLH, il y a eu la création d'une conférence, alors on appelle ça conférence intercommunale du logement, je suis un petit peu longue. En fait, c'est une instance qui, comment dirais-je, qui va avoir de vigilance sur la production des logements sociaux. Donc, Hubert vous en a parlé un petit peu tout à l'heure, parce que nous allons augmenter notre pourcentage de production de logements sociaux. Et surtout, très important, nous avons une grande vigilance sur la cotation des dossiers de demande de logements sociaux. Voilà, je vais m'arrêter là. Alors aussi, je participe au contrat local de santé. Hein, donc, important sur le sujet, car à Châteaubourg, on pourrait penser que nous sommes bien nantis sur les professionnels de santé, tout ce qui gravite autour de la santé, et ce n'est pas le cas. Hein, donc, il va falloir qu'on réfléchisse ensemble. Mais c'est pas moi. Si, c'est moi. Pardon. Il va falloir qu'on réfléchisse ensemble sur effectivement l'accompagnement d'installation de professionnels de santé sur notre bassin de vie. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Merci pour toutes ces présentations qui décrivent un petit peu ce qui va se passer cette année. Et comme on peut le voir, on ne va pas s'ennuyer. Je reviens à des choses un peu plus terre à terre, mais qui permettent de faire tout ça. La situation financière de Châteaubourg reste très très bonne. Donc vous avez un petit tableau que vous connaissez maintenant, mais qui a été mis à jour avec les chiffres justement 2022. Donc par rapport à ceux que j'ai pu présenter, notamment lors des vœux, ils sont à jour désormais. Donc vous voyez qu'en dépenses de fonctionnement par habitant, donc on va raisonner par habitant, hein, ce qui permet de se comparer sur des villes identiques aux nôtres, hein, des villes de même strate. On est en dépenses de fonctionnement à 935 € par habitant, alors que la moyenne de la strate est à 1043. En recettes de fonctionnement, on est un petit peu plus élevé maintenant. On était un petit peu en dessous avant, mais bon, on va dire qu'on est très proche de la moyenne des villes de même strate avec 1219 € par habitant. Des recettes fiscales donc, qui comprennent à la fois les impôts locaux, mais aussi les impôts indirects versés par Vitré Communauté. On est à 814 € pour 808 sur les villes de même strate. Là où on est beaucoup plus faible, de 25% que les villes comparables, c'est sur les impôts locaux, puisque par habitant, nous sommes à seulement 385 €, là où les villes de même strate sont à 501 €. Donc les villes de même strate, c'est les villes 2021, et les villes et les chiffres de la strate, ce sont les chiffres 2021. Par contre, les chiffres de la commune, ce sont les chiffres 2022. Hein. Donc il y a un petit décalage, puisque forcément, je n'ai pas encore les consolidations des chiffres de l'ensemble des villes de même strate. Donc c'est vrai qu'on compare un petit peu des années un peu différentes. Donc il est possible que le chiffre des impôts locaux des strates soit en fait un peu plus élevé que celui que je vous mets ici. Dotation et participation, on est un peu en dessous, notamment des dotations de l'État. Vous voyez qu'en épargne brute, là par contre, on est au-dessus. Hein, donc c'est cette épargne brute qui nous permet de financer nos investissements. Donc on est à 246 € versus 210 € pour les villes de même strate. Et par contre, on investit beaucoup plus, puisqu'on investit 539 € par habitant, là où on est sur la moyenne à 315 €, et avec un encours de la dette beaucoup plus faible, puisqu'on est à 385 € par habitant, là où la moyenne de la strate est à 775 €, et donc un délai de désendettement très bas, puisqu'on est à 1,6 ans, là où la moyenne de la strate est à 3,7. Donc là, c'est aussi sans doute un peu plus élevé que la réalité. Et on peut, voilà, vous savez que mon objectif personnel est de ne pas dépasser les 5. Donc vous voyez qu'on a de la marge. C'est ce qui va nous permettre cette année et l'année d'après de lancer des emprunts qui vont nous permettre de réaliser en fait l'ensemble de nos investissements. Et si je vous remets la prospective financière que vous connaissez maintenant par cœur, puisqu'on en a longuement parlé lors d'une précédente réunion, donc j'ai un petit peu simplifié. Pour retenir un petit peu les grands chiffres, l'objectif en termes de recettes réelles de fonctionnement dans les années qui viennent, c'est d'être entre 9 500 000 € et 9 800 000 € hein, de recettes réelles sur les années qui viennent. Donc on va essayer de rester autour de ça, d'avoir des dépenses réelles de fonctionnement qui soient entre 7,8 millions € et 8 millions €.
d'essayer de rester, de ne pas trop dépasser les 8 millions d'euros d'ici la fin du mandat, ce qui nous permet en fait d'avoir une épargne brute qui va tourner entre 1,5 million et 2 millions d'euros, et ce qui permet d'essayer d'avoir une épargne nette qui se stabilise autour de 1 million d'euros. Voilà. Donc tout ça, ça peut varier, puisqu'il suffit qu'on ait quelques variations qu'on ne peut pas trop mesurer encore sur les années qui viennent, à la fois en dépenses, puisque ça va dépendre de ce qui va se passer sur l'énergie et sur l'inflation, mais également en recettes, puisque en fonction de l'évolution des bases ou des dotations, on peut aussi avoir des variations qu'on maîtrise pas forcément. Mais voilà, l'objectif étant de rester autour de 1 million d'euros en moyenne sur les années qui viennent d'épargne nette, ce qui permettra, avec 2 emprunts, 2 fois 2 millions d'euros, donc on verra exactement quand est-ce qu'on les fait et à quel niveau on les fait. Est-ce qu'on fait tout d'un coup ou est-ce qu'on répartit sur 2 années? Pour l'instant, on est plutôt parti sur 2 années. Ça va nous permettre de financer un plan d'investissement assez ambitieux, notamment cette année, puisque cette année, on prévoit 9,6 millions d'euros d'investissement. Tout ne se fera sans doute pas dans le concret, ça sera mis au budget, mais ça ne se fera sans doute pas tout cette année, et donc ça va tout ça se décaler sans doute un petit peu dans le temps, mais on le voit avec les gros investissements, à la fois la fin de la médiathèque, le terrain de foot synthétique, la nouvelle salle de sport, la rénovation de l'école Charles de Gaulle, le projet autour de la grange de la bibliothèque actuelle, le projet autour d'Entraide. Enfin, je ne vais pas refaire ce qui vient de vous être présenté, mais on a un gros programme d'investissement. Et pour le moment, voilà, on décale peut-être un petit peu dans le temps, je pense au pôle escalade notamment, mais l'idée, c'est de ne pas remettre en cause pour le moment de projets et d'essayer de sortir l'ensemble du programme. Nous n'augmenterons pas les impôts cette année, donc voilà, ça ne bougera pas. Et pour l'instant, la prospective, avec les recettes qu'on a aujourd'hui en trésorerie, avec les emprunts prévus et l'épargne nette prévue, doit nous permettre d'aller au bout, je l'espère, de ce projet politique de mandature. En tout cas, pour l'instant, ça passe. Donc, on y va. Et vous voyez, l'objectif est de rester avec un fonds de roulement, donc c'est-à-dire, en gros, ce qui reste dans la caisse, qui reste autour de 1,5 million, 1,3 million d'ici la fin du mandat, avec un taux d'endettement qui restera très maîtrisé, puisque l'objectif étant de rester, d'ici la fin du mandat, de revenir globalement quasiment à ce qu'on avait au début du mandat, pour laisser à nos successeurs des capacités de porter un projet politique et d'investir également lors d'un prochain mandat. Voilà, tout suit son cours. Donc pour résumer, on a un projet ambitieux d'investissement, notamment cette année, des projets d'urbanisme assez importants à mener aussi par les services, à la fois en densification avec des projets de collectifs, mais également avec la ZAC multisite, avec aussi des implantations en termes de développement économique qui vont venir dans les prochains mois et qui vont apporter aussi des nouveaux emplois, et une action assez forte, vous l'avez vu, sur la transition environnementale et sur l'action sociale. Voilà un petit peu pour les grandes lignes de ce débat d'orientation budgétaire. Y a-t-il des questions ? Pas de questions. Je vous propose d'acter le fait que ce débat d'orientation budgétaire ait eu lieu. Est-ce que vous êtes contre ? Vous abstenez ? Merci beaucoup. Et donc je continue l'ordre du jour de ce conseil municipal après ce débat d'orientation budgétaire. Je passe à la délibération 23 avec l'affectation au budget communal de produits de concession de cimetières et de redevances funéraires. Donc jusqu'ici, c'était un peu particulier puisque vous savez que les concessions, en fait, on paye pour avoir une concession dans le cimetière. Et donc on avait une répartition de 2/3 des recettes pour le budget de la commune et 1/3 pour le budget du CCAS. Afin de simplifier les choses, puisque de toute façon, on équilibre le budget du CCAS par une subvention de la commune. Donc au lieu de faire des jeux d'écriture qui complexifient les choses, ce qui vous est proposé, c'est d'affecter en fait l'ensemble des produits de concession du cimetière au budget de la commune, et on équilibrera le budget du CCAS par la subvention qui correspond. Ça évitera des écritures, ça évitera à Manuela de s'arracher les cheveux sur tout ça. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Ensuite, délibération assez classique des garanties d'emprunt. Donc là, on est sur
Les 10 logements Espace-Île du Pré-Bazin vers la Bretonnière, garantie d'emprunt classique, vous avez la délib sous les yeux. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. On continue avec 18 logements en PSLA Néotoa sur la Bretonnière. Des projets dont on attend le début des travaux, là, dans l'œil, hein, moi j'appelle ça l'œil, hein, vous voyez au milieu, là, donc des terrains qui restent. Donc ils nous ont demandé la garantie d'emprunt. Donc c'est que ça devrait pas tarder normalement. Voilà, classique. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Là, il y a une erreur dans la délibération 26, puisqu'il ne s'agit pas de 15 logements, mais de 17 logements. Donc ce sera corrigé dans la délibération qui sera envoyée en préfecture. Et donc là, il s'agit aussi d'une garantie d'emprunt pour le projet de logements sociaux à destination des seniors qui va être construit derrière la maison de retraite. Y a-t-il des questions? Oui. C'est pas la Tréolière non plus, donc il y a une erreur dans l'intitulé, dans le titre ici. Donc, très bonne remarque. Donc, il y a 2 erreurs dans le titre et dans le nombre de logements. Pas de questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Ensuite, les admissions en créance, donc voilà, suite à un jugement de liquidation judiciaire d'une société, il vous est proposé de passer en non-valeur la créance, une créance de 1549,47 €. Voilà. Y a-t-il des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Délibération 28, nous passons au relais petite enfance avec un avenant à la convention entre les communes du bassin de vie. Donc là, c'est notamment le pourcentage de prise en charge du temps de coordination qui était de 3,73 € et qui va passer à 10%. Donc c'est vu avec les communes et donc ça entraîne une mise à jour de la convention que vous saviez en pièce jointe du relais petite enfance. Donc nous sommes avec les communes, j'ai plus tout, si vous les avez là, vous avez l'ensemble de la liste, hein, c'est les communes du bassin de vie, mais ça va jusqu'à Possé-les-Bois quand même, Louvigné-de-Baie, Saint-Aubin-des-Landes. Oui, Aude. On passe de 3,73 à 10% sur quoi exactement? Je n'ai pas saisi. En fait, on partage donc l'ensemble des coûts avec les communes et donc on estimait le temps de coordination à 3,73% et donc en fait la réalité du terrain, entre guillemets, fait qu'on est à 10%. Y a-t-il d'autres questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Accueil de loisirs, les tarifs du mini-camp. Donc là, je vais prendre aussi la délibération, puisque Cathy n'est pas là non plus. Mini-camp du 24 au 28 juillet, à la base de loisirs Anjou Sport Nature, Poincé dans le 49, pour ceux qui connaissent. Maine-et-Loire, 14 enfants, 8 à 10 ans, 2 animateurs. Vous avez la grille tarifaire avec les acomptes, voilà, avec la grille, avec les coefficients que vous connaissez par cœur maintenant. Y a-t-il des questions? En août, il y en a 2, tout à fait, et celui du 22 au 25 août également à la Rincerie, à Celles-Craonnaise en Mayenne. Tout à fait, que je connais. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est pas si loin que ça. C'est une très belle base de loisirs. Voilà. Donc il y a une petite plage pour se baigner. Il y a plein d'activités. Quand j'étais ado, j'allais en vélo jusque là-bas, de Grand City. Tout à fait. Bon. Voilà, donc pour ceux qui veulent des renseignements, l'Office du tourisme Lucie Baudin se tient à votre disposition. Non, mais on met 3/4 d'heure, je pense, à peu près de Châteaubourg, à peu près pour aller là-bas. Et si un dimanche, voilà, c'est assez sympa. Ça donne des idées parfois d'aménagement où il y a des choses intéressantes. Tout à fait. Bon, on va quand même pas faire la pub de la Mayenne ce soir. Revenons à la réalité. Y a-t-il d'autres questions? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Et je passe la parole à Daniel. Daniel, c'est moi. Oui, les associations liées à la petite enfance, l'enfance et les écoles. C'est des demandes de subventions. Je vous fais grâce
du détail. Le total est pour un montant de 2 775 €. Alors, je vais quand même rappeler les assos, ouais, c'est vrai. L'îlot Petit Loup, l'appel Saint-Joseph, l'appel de l'école Sainte-Melaine, l'APE des écoles publiques et Dining Castelborg. Association L'asso bretonne. Tout à fait. Pour un montant total de 2 775 €. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 1er février, il est proposé au Conseil municipal de voter nominativement les subventions attribuées aux associations liées à l'enfance et aux écoles. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. École Charles de Gaulle, délibération 31. Oui, toujours une demande de subvention. Par courrier du 17 novembre dernier, l'école Charles de Gaulle a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Châteaubourg au titre de transport pour un séjour scolaire dans la région des Châteaux de la Loire. Le total du montant total sollicité est de 4 000 €. TTC, bien sûr. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. École du Plessis. Oui, toujours une demande de subvention. C'est par courrier du 24 novembre dernier. L'école Le Plessis a formulé une demande de subvention exceptionnelle auprès de la commune de Châteaubourg au titre du transport pour une classe de mère. Le montant total sollicité est de 3 744 € TTC. Après étude du dossier, la demande de subvention, les membres de la commission 4 ont émis un avis favorable au versement d'une subvention exceptionnelle de 3 744 € sur présentation de la facture. Suite à la présentation du sujet en commission 4 du 1er février, il est proposé au conseil municipal d'approuver l'attribution d'une subvention exceptionnelle transport pour l'école du Plessis d'un montant de 3 744 €. Y a-t-il des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Délibération 33. Christelle. Oui, non, j'avais juste une remarque sur les deux délibérations précédentes, à savoir que c'est ce qu'on avait dit en commission, que c'était des subventions qui, comme elles étaient particulièrement conséquentes, fonctionnaient pour 2 années en fait. Ouais. Merci 2023-2024, voilà. pour ces précisions. Développement local, Parc Bel Air, installation d'une guinguette éphémère, et avec la commission 2 qui a statué sur le tarif d'occupation du domaine public. La commune souhaite initier un projet de guinguette éphémère sur la saison estivale géré par un porteur de projet privé. Cette guinguette se fera en extérieur dans le Parc Bel Air et proposera un bar et une petite restauration ainsi que des animations ponctuelles. Dans le cadre de cette occupation du domaine public, il convient de déterminer un tarif exceptionnel qui comprend l'occupation du conteneur, la terrasse et le forfait eau et électricité. La commission 3, qui a proposé un tarif forfaitaire mensuel de 200 € pour l'année 2023. Et donc, il est proposé au conseil municipal d'autoriser cette occupation au tarif de 200 € par mois. Et donc, il y aura par mois. C'est un tarif forfaitaire mensuel. Et pour Serge, donc il y a un point presse qui va être posé spécifiquement sur ce point, avec le porteur de projet privé. Des questions? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Merci beaucoup. Aménagement d'une aire sportive extérieure, c'est moi qui prends ça. Pour les tennis et les paddles, c'est un avenant qui est passé en commission, qui est passé en MAPA. Donc ça génère une plus-value de 2304,90 € hors taxe. Donc voilà, il faut passer une nouvelle délibération, même si tout est fini. Voilà, c'est après coup. Y a-t-il des questions? Des remarques? Oui, Serge. Oui. Alors les stickers qu'on avait mis là faisaient effet, donc on est en train de voir pour voir quel type de sticker permanent on peut laisser. Est-ce que c'est du sponsoring? Est-ce que le club de tennis souhaite mettre des sponsors, ou est-ce qu'on va laisser des oiseaux de façon permanente? Mais le fait d'avoir mis en fait les
les trucs à 4 avec des oiseaux noirs dessus, ça avait vraiment freiné. Donc on sait que c'est surtout les hirondelles. Donc c'est surtout au printemps. Voilà, donc voilà, c'est essentiellement les hirondelles qui se percutaient là-dedans et les sticks, enfin les affichettes qu'on avait mis, on avait bien marché. Donc on voit pour mettre quelque chose de joli, pérenne, mais qui effraie quand même les hirondelles. Oui, tout à fait. Et depuis qu'on a fait les clôtures en fait autour, en fait, on a surtout eu beaucoup de percussions quand il n'y avait pas les clôtures autour, puisqu'elles pouvaient prendre leur élan et se prendre dedans. Voilà. La clôture grillagée qui est tout autour, en fait, déjà limite. Ouais. Mais quand même à surveiller, donc voilà. Des questions par rapport à ça et un taux d'utilisation là qui commence à voilà, donc beaucoup sont impatients. Donc il y a une boucle WhatsApp avec tous les pratiquants du paddle sur Châteaubourg là qui s'est mise en place. Donc ils s'envoient parce qu'il faut jouer à 4 et donc ils s'envoient des messages comme ça qui peut jouer et ça dans la journée, même là en plein hiver des fois il fait froid, mais ça prend bien et beaucoup de qui passent. C'est moins violent que le tennis, plus accessible. Donc même je pensais faire découvrir peut-être à des plus âgés, aux jeunes, mais aussi à des seniors. Il y a peut-être des choses à mettre en place. Aussi, bah oui, on pourrait se faire une initiation paddle pour les élus, tout à fait, avec un barbecue à côté, tout à fait. Je mets au vote cette petite avenant. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. C'est adopté. Programme de voirie, travaux supplémentaires. Jérémy, je crois que c'est pour toi. Ouais, donc c'est passé en l'émission MAPA du 6 septembre 2022 et ça concerne principalement la mise en place des BAV à la Bretonnière. Alors, pour vous situer, la plus-value, c'est les 4 qui ont été mis dans la continuité où il y a la boulangerie, la pharmacie. Là. Les 4 sont juste là et c'est la plus-value, elle est ici puisque en fait, à la base, il y a des réseaux qui passaient dessous. Ça n'avait pas été vu au début et voilà pourquoi il y a eu une plus-value de 13 133,50 €. Voilà. Et on a encore quelques dépôts sauvages, donc on continue. Franck continue à essayer à chaque fois de trouver, de faire la police, d'où le renforcement aussi de notre police municipale. Hein, c'est un des enjeux aussi de ce renforcement-là, puisque ça prend du temps de rechercher un peu qui sont les auteurs de ces dépôts sauvages qu'on peut déplorer. Pas de remarque. Hubert, une remarque? Tout à fait. Il y a une petite erreur à ce niveau-là, je pense. En effet, on aurait dû voir les réseaux avant de définir l'emplacement de ces BAV. Donc, de toute façon, on aurait été obligé de les décaler, puisque du coup, quand on s'est rendu compte qu'il y avait les réseaux, on les a décalés. Mais en effet, ça aurait dû être vu un peu en amont. Ça servira de leçon. Merci pour cette remarque. Je mets au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. DICT, pour information, c'est les documents où il y a, les plans où il y a en fait tous les réseaux qui passent, que ce soit l'électricité, le gaz, la fibre, l'eau, l'assainissement, etc., etc. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on rentre. Alors c'est vrai qu'avant tout était sur papier, etc. Maintenant tout est en bécane, mais il ne faut pas perdre de vue qu'il faut consulter toujours sur chaque projet les réseaux qui passent, notamment les réseaux d'eau potable. ZAC Multisite, Hubert. Oui, concernant la ZAC multisite et notamment la validation de l'avant-projet définitif, le mandataire, pour rappel, donc c'est le bureau d'études Aura qui avait donc fait une estimation prévisionnelle à 1 820 000 €. Donc ça, c'était la valeur estimée la maîtrise d'œuvre de août 2021. Et passé par là une certaine réactualisation, révision des prix dernière qui fait monter le montant
qui fait monter le montant forcément, qui fait monter les travaux à 2 342 064,41 € hors taxe. Donc 500 000 € quand même de plus-value concernant ces travaux-là. Il est assujetti bien sûr à la rémunération du maître d'œuvre qui est fixée donc à 4,335%. Donc ce qui fait évoluer donc à la fois le montant des travaux et le montant de la prestation de la maîtrise d'œuvre. Et donc on arrive, je vous disais donc à 2 342 064,41 € hors taxe pour ce qui concerne les travaux, et on arrive donc pour la maîtrise d'œuvre, et ce qui comprend donc à la fois la tranche ferme et la tranche conditionnelle, à 144 878,49 € hors taxe. Donc il vous est proposé donc de valider cette phase d'avant-projet définitive, et donc la rémunération des travaux et à la fois du maître d'œuvre concernant donc cette opération du secteur des petites bonnes maisons. Ce qui, pour résumer, je faisais un petit calcul vite fait, hein, on est de l'ordre de 3 000 € par logement à peu près, parce qu'il y a 150 et quelques logements, donc vous voyez 500 000 € divisé par 150, enfin c'est un peu plus que ça, mais donc l'impact très concrètement de ces hausses. Alors il y a des hausses qui sont liées à l'inflation des matériaux, à l'inflation du coût des travaux, de la main-d'œuvre dans le BTP, et puis il y a des hausses aussi qui sont liées aux aménagements, à des choix, hein. On a fait vraiment sur cette ZAC des choix qualitatifs en termes d'aménagement, hein. C'est-à-dire que si je prends les liaisons douces par exemple, elles seront en béton, si je ne me trompe pas, ou en enrobé beige, je ne sais plus. Enfin bref, l'idée, c'est pas forcément être sur du sableux, voilà, d'essayer de faire des choses plus pérennes. Il y a du mobilier urbain, il y a des petits vergers, voilà, il y aura des endroits avec des vergers, il y a des aires de jeu, voilà, donc il y a des jardins partagés qui sont prévus. Donc c'est vrai que voilà, on fait le choix de ne pas sacrifier, parce qu'une des solutions, hein, c'était de sacrifier le qualitatif pour rester dans l'enveloppe budgétaire. Là, le choix qui est fait, c'est plutôt de maintenir ce niveau de qualité et d'avoir vraiment un beau quartier demain qui sera connecté via la liaison douce qui passera à terme par la Syrie et le long de la Vilaine, etc. Donc il y a quand même tout un beau quartier à imaginer et à créer. Donc là, il y a un vrai choix politique qui est fait de maintenir. Ça a un impact. On avait, nous, sur le prix de vente, pour l'instant, pris une petite sécurité quand même sur le prix de vente des terrains. Sur l'équilibre budgétaire de cette ZAC, on est aujourd'hui en dessous le prix du marché, très clairement. Donc c'est vrai que ça nous laisse quand même un petit peu de marge de manœuvre pour permettre d'absorber ce surcoût. Mais il y a des communes où clairement, ce n'est pas possible. Et donc dans certaines communes aujourd'hui, si le prix de vente n'est pas en adéquation, le lotissement, en fait, il ne sort pas, puisque vous avez un déficit. Et si la commune ne peut pas absorber le déficit de ce lotissement, vous ne le faites pas, parce que voilà, il n'y a pas de privé à vouloir venir, et en régie, votre budget communal ne permet pas de le sortir. Donc il faut savoir que ça a aujourd'hui des impacts sur certaines communes qui sont en situation financière plus fragile, ou avec des prix de sortie terrain qui sont plus faibles que les nôtres. Oui, Hubert. Il y a forcément les indices de révision liés à chaque année. Il y a des indices de révision sur les travaux. Tout à fait. Ouais, on l'a sur la délibération, hein, c'est le TP01. Voilà. Donc si l'indice baisse, ça peut. Bon. C'est rare qu'on voit les baisses, nous, mais bon. Mais en tout cas, il va se limiter. Je pense qu'il montera moins. On commence à avoir une stabilisation, en effet. Y a-t-il d'autres remarques, d'autres questions ? Je mets au vote. Qui vote contre, qui s'abstient, c'est adopté. Délibération suivante, toujours Hubert. Oui, convention de rétrocession. On a un petit visuel. Merci Claire. Sur le secteur Bellevue, concernant le projet Next City, comme par habitude, effectivement, les concessionnaires, en tous les cas Next City, a déposé une demande de permis de construire pour un projet de construction. Donc on parlait tout à l'heure de densification et des projets. En voilà un. 129 logements, rue Blaise Pascal. Donc à l'issue des travaux de viabilisation, le promoteur souhaite rétrocéder à la commune les équipements communs que l'on a listés en dessous: terrassement, assainissement, réseau d'éclairage, les fourreaux et chambres et les espaces verts. Tout ça a été présenté en commission, et donc juste pour rappel effectivement que le contrôle de l'opération par la commune portera la charge de l'aménageur ou de l'association syndicale
qui s'y substituera à des frais d'intervention qui seront calculés au taux de 1% du montant hors taxe des travaux rétrocédés à la ville de Châteaubourg, et donc que l'acte notarié n'interviendra que 2 ans après la réception sans réserve des espaces communs et de la fin de garantie des végétaux, et après avis favorable de l'ensemble des gestionnaires et concessionnaires des équipements et ouvrages de l'opération. C'est pourquoi donc il est proposé eh bien, effectivement, d'approuver les conditions de cette rétrocession. Voilà, quelques petites présentations, et je pense que Didier peut-être en parler un petit peu concernant effectivement cette densification de 129 logements. Donc, pour ceux qui connaissent la SNAB, donc on est pas très loin du garage Ford, sur l'arrière. Là, il y avait une vieille entreprise Burban à l'époque, SNAB là, et donc une entreprise qui s'arrêtait, et donc tout le bâtiment a déjà été démonté. Je vous invite à passer voir d'ailleurs. Ça, voilà, ils ont démonté pièce par pièce, puisque je pense qu'il a revendu le bâtiment, puisqu'il a tout numéroté. Donc c'est que ça va être remonté quelque part. Mais donc là, on a une grande place vide aujourd'hui, et donc l'objectif, c'est qu'on ait 129 logements qui sortent avec 4 petits collectifs et un partenariat avec Néotoa pour la partie logements sociaux. Et donc de faire le lien entre le quartier qui est juste derrière, et voilà, de connecter en fait ces différents quartiers, puisque là on va pouvoir connecter le boulevard de la Liberté avec tout le quartier qui est derrière, donc de vraiment faire des pénétrantes en liaison douce qui vont être intéressantes, puisque directement à la gare. Voilà, directement à la gare, donc ce qui est assez intéressant. Des questions? Je mets aux voix. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, c'est adopté. Lotissement Canopée. Voilà, on a le visuel justement qui est projeté. Je ne sais pas si tout le monde visualise justement le rond-point rue de Paris et l'accès au Super U que l'on a au sud. Donc on voit la parcelle qui est définie, on en avait déjà parlé. Effectivement, donc les conventions de rétrocession donc, pour ce lotissement. Et c'est la société C2R Habitat qui a déposé cette demande de permis d'aménager pour ce projet qui est situé aux 3 rue de Vitré. Donc là aussi, c'est le souhait de rétrocéder à la commune les différents équipements et les différents ouvrages, terrassement, assainissement, réseau d'éclairage, les fourreaux et les espaces verts, signalétiques, etc. Là aussi, effectivement, les frais d'intervention de la commune de Châteaubourg est estimé donc au taux de 1% du montant hors taxe des travaux rétrocédés. Et donc cette rétrocession fera l'objet d'un acte notarié qui n'interviendra elle aussi que 2 ans après la réception sans réserve des espaces communs. Et donc, à la fin de la garantie des végétaux et après avis favorable de l'ensemble des gestionnaires et concessionnaires des équipements et ouvrages de l'opération, même délibération que celle que l'on vient de prendre dans le cadre de cette convention de rétrocession. Il vous est donc proposé d'approuver les conditions de cette rétrocession. Aude, oui. Tu as une question? Absolument. J'ai plusieurs questions. Première question, sur la délibération précédente, il y a donc 129 logements, dont une partie des logements sociaux. Ma première question, c'est qui va gérer le logement social? Deuxième question, par rapport à la rétrocession, on parle notamment des parties végétalisées. Est-ce que les maîtres d'ouvrage, les entreprises les maîtres d'œuvre, merci. Est-ce que les maîtres d'œuvre soumettent à la municipalité les plans de végétalisation pour validation ou pas? Parce que on a sous le coude un truc pas marrant à gérer sur un lotissement qui nous a été rétrocédé. Et 10 ans après, c'est vraiment la chienlit, pardon. Enfin, c'est vraiment la galère à gérer. Donc, est-ce qu'on pourra avoir la main là-dessus? Voilà, 2 questions. Pour les logements sociaux, c'est Néotoa qui va gérer les logements sociaux, voilà, comme il le fait partout ailleurs. Le CCAS sera associé dans les commissions, mais aujourd'hui, on a de moins en moins la main sur l'attribution des logements, puisque maintenant, le fonctionnement est un fonctionnement par points, entre guillemets, et donc, si on peut influer de temps en temps, c'est quand même de plus en plus dur, puisqu'on fonctionne de plus en plus, les bailleurs sociaux fonctionnent de plus en plus par points, mais je laisserai Catherine compléter. Et pour les végétaux, en effet, au moment de la fin des espaces verts, il faudra qu'il y ait un point entre les promoteurs et les services de la mairie.
En fait, les services sont informés des projets. Nicolas, effectivement, a connaissance, lorsqu'il y a des projets, il est associé aux réunions avec nous. Donc là-dessus, il n'y a pas de souci. Et les rétrocessions se font après donc, une inspection contradictoire entre nos services et le projet, effectivement, et lorsqu'il est terminé. Donc voilà. Et c'est 2 ans après la rétrocession, donc ça permet de voir si les végétaux... Au départ, c'était simultané. Ouais. Non, mais Nicolas. Et là, c'est à Nicolas, il est dans la boucle, de faire le lien entre Ouais. les services de Kevin et les services d'Anne-Gaëlle. Catherine, tu voulais ajouter quelque chose sur les logements? Oui. Non, pas du tout. Merci. Je ne suis pas douée avec ça. Mais concernant le déploiement des logements sociaux sur ce site, important qui sera doublé de l'autre côté de la rue, donc on sera environ à 30% de logements sociaux, mais là-dedans sont comptés les logements qui seront en acquisition sociale, c'est-à-dire donc une forme de loyer qui servira de l'acquisition derrière, donc plutôt adressé à des jeunes en souhait d'acquérir du bien. Donc quand même à prendre en considération. Alors effectivement, Néotoa principalement sur ce site. Donc là, je vous parlais tout à l'heure de de la CIL, notamment à laquelle nous participons au travail pour l'histoire des cotations, donc des mises de points sur les dossiers. Ça sera vraiment à titre informatif, en harmonisation sur toute l'agglo et je dirais sur le département, ces cotations, voire au niveau national, derrière régional et national, puisqu'il y a une aspiration régionale déjà. Mais ça sera également, il y aura une possibilité quand même de libre arbitre sur la proposition des dossiers. Et effectivement, au CCAS, pour en finir, nous traitons actuellement tous les dépôts de dossiers pour la commune, l'enregistrement de ces dossiers en accompagnement, qui devient très lourd. Effectivement, le lien social à ce moment-là est très important avec les gens qui sont demandeurs, bien leur expliquer pourquoi ils ne sont pas prioritaires, comment ça se passe, parce que si ça se passe que par informatique, la population n'aura pas ces informations-là. Donc ça va demander du temps, ça va demander du travail, effectivement, et notre parc va grossir très très vite, va peut-être même pratiquement doubler sur les projets à venir. Hein, donc voilà, on se prépare effectivement à l'arrivée de cette population. Peut-être pas doubler, mais... Non. On est, Hubert le rappelait, à 13,5. Il faut passer à 17. Voilà, 17 d'ici la fin du mandat. Enfin oui, ça fait, voilà, on avance. On avance, mais effectivement... La loi nous y oblige. La loi oblige. D'où la nécessité, à un moment donné, en effet, Oui. de staffer Mais il faut en aussi être conscient le service. de l'arrivée de cette population. Et quand on parlait d'un travail sur l'accueil et sur la vie sociale, toute notre organisation et nos infrastructures, il faudra en prendre compte, effectivement. Ouais, merci. Merci pour ce d'information. J'ai plus le micro du président, donc... Très bien. Donc je mets aux voix le projet Canopée, la rétrocession. Qui est contre, qui s'abstient. Merci beaucoup. Et nous passons aux dénominations de voix, très féminines ce soir, les dénominations de voix. Je sais pas. Donc Hubert, je te laisse la présentation de ces nominations féminines. Absolument. Ouais, ce qui a fait l'unanimité de la commission, en tous les cas, effectivement, sur les propositions. Et je remercierai les services une nouvelle fois parce qu'ils avaient fait des recherches pour préparer la commission et proposer les noms. Et ça nous a facilité grandement le travail et les discussions. Quoi qu'il en soit, effectivement, donc pour localiser ces noms de rues, voilà, merci Claire pour les propositions. Donc la première proposition, effectivement, alors c'est très féminin puisque c'est le projet donc de 17 logements sociaux, la future voie donc qui sera raccordée à la rue Jules Verne, donc on en parlait tout à l'heure, qui est au-dessus de la maison de retraite. Eh bien, donc la proposition qui a été qui a été validée en commission, qui est proposée au Conseil, qui s'appellerait Impasse Marie-Lefranc. Donc, je vous fais grâce de la lecture. Hein, je pense que vous en avez tous pris connaissance. Effectivement. Pardon ? Oh non, mais on l'a lu. Hein.
Bon, ben voilà. Donc, elle s'appellera l'impasse Marie-Lefranc, pour ce qui concerne cette première proposition. Pour le secteur de Bellevue, c'est la future voie donc, réalisée dans les opérations menées par Nexity et Terrain Service. Donc là, on la retrouve effectivement sur cette projection. On y était il y a quelques instants. Eh bien, elle s'appellera la rue Émilie du Châtelet. Donc, femme de lettres et mathématicienne et physicienne française. Ensuite, ben là, on sait pas. Voilà, on a fait assez simple concernant la canopée. On y était il y a quelques instants. Lotissement canopée, eh bien, ça s'appellera effectivement l'impasse de la canopée. Alors là, on le visualise pas forcément, mais on l'avait présenté avec une liaison piétonne qui fera nord-sud, qui passera donc. On aperçoit le petit tracé bleu pointillé en haut là-bas. Donc ce sera la continuité piétonne. On passera au travers effectivement et on prendra l'impasse de la canopée pour arriver. Donc rue de Vitré. Et puis dernière proposition concernant donc le lotissement Le Clos de la Jaunée, donc qui est situé au Breil. Là on va donc route de Cervon, à la sortie de la route de Cervon. Donc c'est une impasse et elle s'appellera l'impasse Annie Cannon, astronome effectivement qui est à l'origine d'un système utilisé encore aujourd'hui pour classifier les astres. Voilà. Merci beaucoup. Des questions, des remarques? Qui vote contre? Qui s'abstient? C'est adopté. Et nous terminons par les DIA. C'est parti. Donc la DIA 2023-01. Donc au 7 rue Pierre Loti, on a une parcelle qui fait 412 mètres carrés. Voilà, on la retrouve un peu plus précisément ici, donc pas de préemption. La 2023-02, donc immeuble bâti. Donc on est au 52 rue Blaise Pascal. Voilà, c'est le bâtiment. Je sais pas, t'es dit si... bâtiment marron avant JS sanitaire, pour ceux qui voient où on est. Donc là, il n'y a pas de changement d'activité. Hein, c'est occupé par une entreprise qui s'appelle Diffie Group, mais c'est juste le propriétaire, en fait c'est l'investisseur entre guillemets hein, qui louait le bâtiment. Donc c'est juste le propriétaire qui change, mais le locataire reste le même. Donc pas de changement de destination d'entreprise ni rien. C'est vraiment le propriétaire des murs, on va dire ça comme ça, qui change. Voilà, on avait le projet Nexity tout à l'heure, hein, qui était juste un tout petit peu au nord. Ok, 2023-03, immeuble bâti au 84 avenue de la Bretonnière, une parcelle de 316 mètres carrés, donc rien de particulier, pas de préemption. La 2023-04, qui est située au 29 rue du Champ d'Air, et donc là c'est le garage, hein, effectivement, puisqu'on a 34 mètres carrés, le garage qui est... Voilà, qui n'était pas attenant forcément, mais au bâtiment, et qui est là aussi donc vendu. Le 2023-05, 29 rue du Champ d'Air. Donc là, voilà la maison qui va avec le garage. Donc pas de préemption. 2023-06, on est au 1 impasse César François Cassini, avec une maison, une parcelle de 425 mètres carrés. Pas de préemption. Et la dernière, la 2023-07, au 15 rue Monseigneur Millot. Donc une parcelle de 531 mètres carrés. Et là, on n'a pas de préemption de la commune non plus. Voilà pour ce qui concerne les DIA. Merci beaucoup. Nous en avons terminé avec l'ordre du jour. Pour rappeler les nombreux événements, j'en parlais tout à l'heure, mais aura lieu ce week-end la soirée du club de foot, aura lieu les 40 ans du club de basket. Jérémy, donne-moi la date. Le 10 mars, vendredi 10 mars, donc la soirée des 40 ans du club de basket. Les élus sont invités, donc ceux qui souhaitent... Voilà. Tout à fait. Eh bien, tu le sais maintenant. Voilà. Donc, Sonia fera suivre le lien. Et donc, le 24 mars aussi, pour ceux qui le souhaitent, donc fête de la bière du comité de jumelage le vendredi. Voilà.
Et je ne sais pas si j'oublie des choses, mais sans doute. Mais en tout cas, c'est les quelques gros événements. Le Palais, c'est la date du Palais. 19 mars, grand concours international de Palais à Châteaubourg. Le 11 mars, soirée dansante Bazaro. Bon, voilà, vous avez... j'ai fait à peu près le tour. Donc, un mois de mars très chargé, très animé. Le 17 mars, là, c'est bon. Soirée concert au Petit Curieux le 17 mars. Bon, on va pas... Hein, parce que... D'où ma reprise de la course à pied récemment. Y a-t-il des questions, des remarques? Eh bien, écoutez, je vous propose de clôturer ce conseil municipal. Merci beaucoup. Bonne soirée.